Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Anomalie aérienne non conventionnelle Ufologie dynamique. Alors, on s'attaque à la deuxième partie de ufologie et folklore, c'est-à-dire folklore ufologique. Donc on va continuer bien sûr sur une partie qui va être plus moderne jusqu'à de nos jours. C'est-à-dire que on va passer des années 80-90 jusqu'à 2023. Donc on va attaquer tout de suite avec le dossier Humo. Alors là c'est un article qui nous vient de l'Association française pour l'information scientifique. Voilà. Alors, l'affaire Humo est une histoire d'ufologue, un peu banale, c'est vrai. Alors ça, c'est clair. Et d'ailleurs, il faut savoir que j'ai des livres Humo chez moi, hein. Voilà, j'ai pas mal de, enfin, j'ai pas mal de documentation sur la question. Donc, on aura l'occasion de toute façon de voir à jour la bibliothèque et vous verrez, il y a quelques bouquins, quelques documentations plutôt sur la question. Voilà. Après, il y a la rencontre du premier type, simple observation visuelle, du deuxième type, des traces matérielles sont laissées par les ovnis, du troisième type, et quatrième type, enlèvement humain. Voici, sous vos yeux ébahis, la rencontre du cinquième type, la correspondance postale. Alors, c'est mis un peu sur le ton de la rigolade, mais vous allez voir, c'est moins risible que ça, du moins le fin fond de l'affaire. Alors, l'histoire a commencé dans les années 60, 66 exactement, lorsque Fernando Sesma Manzano, employé du télégraphe espagnol, reçut une bien étrange lettre. En effet, son auteur lui révélait être un extraterrestre de la planète Humo, présent depuis déjà plusieurs années sur Terre. Par chance, la destinataire était plutôt enclin à recevoir favorablement ce genre de missive, puisqu'il affirmait communiquer déjà de manière régulière avec d'autres extraterrestres. Alors en fait, le premier témoin de l'affaire Humo était déjà un contacté. C'était un contacté. Donc, car d'après les Humites, une première tentative pour contacter les scientifiques terriens s'était soldée par un échec, suite à l'incrédulité des premiers destinataires. Alors, nous, on parle. On parle en fait de lettres qui avaient été envoyées et puis qui n'avaient pas fonctionné. Donc avec Sesma, les Humites habitants de la planète Humo tenaient un bon client. Trop même car sa propension à communiquer avec tous les extraterrestres sans exception les conduisit à faire une crise de jalousie et chercher d'autres interlocuteurs. Donc dans la lettre des 26. Mais entretenir une correspondance régulière avec les Humites, cela se mérite. Aussi, pour attirer d'autres ufologues maniables et méritants, ils annoncèrent à Sesma leur venue sur le sol espagnol. Événement dont il assurait immédiatement la promotion auprès de la mouvance ufologiste espagnole. L'annonce de l'arrivée le 30 mai et le 3 juin 1967 de trois vaisseaux humides excita et ne s'en étonnera pas la curiosité de quelques férus d'extraterrestres qui scrutèrent en vain l'horizon, mais ils sont pas venus. Mais le 2 juin, deux journaux espagnols rapportèrent qu'une soucoupe volante avait été observée à San José de Valderas. Cette fameuse photo de San José de Valderas, qui est bien connue, en banlieue de Madrid. Par chance incroyable, des photos de ces ovnis avaient même été prises dans la soirée du 1er juin, développées en un temps record. Elle était publiée dès le lendemain dans la presse locale. Tous les ufologues espagnols se retrouvèrent alors rapidement sur les lieux qui était devenu un lieu de quasi-pèlerinage. José Luis Jordan Pena, technicien en télécommunications et témoin d'un cas du deuxième type un an plus tôt, à Aluche, rapporta de nombreux témoignages de cette rencontre du premier type et même du second, car de mystérieux tubes contenant de non moins mystérieuses feuilles portant l'emblème Humo avaient été retrouvés à proximité. Tiens, Raphaël Fariol, entrepreneur à Barcelone, racheta toutes les correspondances de Fernando Sesma avec Antonio Ribera, un des pères fondateurs de l'ufologie en Espagne, et décrivit un livre à la gloire de cette observation. Un cas parfait, ce qui leur a valu de devenir des correspondants privilégiés des Humides. Bah oui, parce que après la sortie de livre, du coup, les Humides se sont intéressés donc à ces personnes parce que y avait quelqu'un qui avait investi dans cette affaire, comme par hasard. Donc à partir de là, plusieurs ufologues convaincus se mirent aussi à recevoir des lettres Humides qui tantôt exposaient leur technologie de plus en plus avancée, tantôt expliquaient la vie sexuelle de la vie sexuelle, certains de ses destinataires ayant manqué de discrétion. François titra même le 8 août 68 des êtres d'une autre planète vivent sur Terre avec de faux papiers. Des groupes d'études furent créés, des congrès organisés, des diffusés. Antonio Ribera publia en 79 Humo, le langage extraterrestre. Je crois que je dois l'avoir. Toutes ces hésitations suscitaient bien sûr l'intérêt des ufologues français et le GEPA, donc à l'époque, donc j'ai parlé du GEPA, de France Info RE, l'une des premières associations d'ufologues dépêcha un de ses membres en Espagne,
Il revint sans être convaincu par ce qu'il avait vu et entendu. Vous avez bien entendu, c'est les membres du GEPA, donc à l'époque, l'ancêtre, on va dire, du GEPAN, donc ils n'étaient pas du tout convaincus. Mais les Humites avaient raconté leur débarquement sur Terre. Ils étaient censés avoir lieu près de l'Arhavie, dans les Hautes-Alpes de Provence, Haute-Provence. Des preuves scientifiques de leur présence sur Terre auraient même été enterrées. Munis des renseignements topographiques fournis dans les lettres humides, les experts français se lancèrent alors dans une véritable chasse au trésor pour essayer de trouver les points d'atterrissage de ces vaisseaux extraterrestres. À cette quête effrénée se joignit alors Jean-Pierre Petit, physicien, membre du CNRS et spécialiste de propulsion. La perspective de découvrir de nouvelles technologies pour des transports spatiaux a été plus excitante. Il se procura des copies des lettres humides, s'en inspira pour proposer de nouvelles expériences de magnéto-hydrodynamique. Comme celles qui furent entreprises ont été couronnées de succès, cela confirma pour lui l'authenticité de ces lettres, qui ne se contentaient nullement de donner des éléments de la technologie des humides, mais aussi toutes sortes de détails sur leur planète, leur civilisation, leur langage et même leur sexualité. Donc, décidément, dans les années 80, participaient à une réunion les ufologues, des ufologues IBS, et finit par écrire un livre, Enquête sur les extraterrestres, qui sont déjà parmi nous chez Albin Michel. Alors, c'est le deuxième livre de Jean-Pierre Petit, sachant que le premier livre, c'est, je crois, Enquête sur les ovnis. Moi, j'ai le premier et le deuxième qui sont déjà parmi nous, qui est tout à fait intéressant. Mais qui va mettre fin à la carrière de Jean-Pierre Petit, bien sûr. Donc cet ouvrage aura un succès retentissant avec des articles dans VSD, Paris Match, bah oui, c'est normal, les directeurs de recherche au CNRS. Imaginez l'argument d'autorité. L'auteur participa à plusieurs émissions de télé, on s'en rappelle, il sera invité par André Berkoff, Patrick Poivre d'Arvor, pour donner des détails. Un tel succès médiatique ne pouvait pas passer inaperçu auprès des humides, qui, dit-il, lui adressèrent alors directement des lettres. Tiens, étonnamment, louant au passage ses capacités intellectuelles hors du commun. Bien sûr, cela amusa beaucoup la presse scientifique, mais plutôt que de faire une analyse critique du livre de Petit, la revue Science et Vie proposera un article burlesque racontant le démasquage du mythe qui se serait infiltré dans la rédaction. Donc les Humides ne cherchèrent même pas à nier. Alors, en 77, voilà, on va revenir. En 77, Claude Power du GEPAN. Du GEPAN, groupe d'études des phénomènes aérospatiaux identifiés, ancêtre du CNES du GEPAN aujourd'hui, avait montré qu'un traitement approprié des photos prises à San José permettait de révéler la présence d'un fil de suspension auquel était attachée la prétendue soucoupe volante. D'après Power, la soucoupe volante n'était qu'une vulgaire maquette de 2 assiettes en plastique. La reconstitution démontrait la facilité de concevoir une telle supercherie. Les Humides ne cherchèrent pas à nier ce faux. Ils avancèrent comme prétexte la dangerosité d'apporter trop de preuves sur leur existence réelle, et donc la nécessité d'entretenir ainsi le doute autre affaire de faux grossiers. Ah bah c'est balèze, ça, c'est gonflé quand même. Si le mystérieux emblème humide avait donné lieu à des interprétations très variées, c'est surtout par leur science très approximative que les humides eurent du mal à être pris au sérieux, surtout que les erreurs les plus manifestes portaient sur l'astronomie. En effet, à force de vouloir décrire le système planétaire et d'en donner des détails, les humides commirent des erreurs risibles comme l'évaluation de la distance entre les propres systèmes solaires et le nôtre. Il faut le dire à leur décharge qu'en 1938, les terriens avaient commis une erreur de cette évaluation, mais elle avait été vite corrigée. Hélas, les humides n'avaient pas pris note, dans un premier temps, de cette correction. Pour des êtres doués d'une intelligence supérieure et d'une technologie largement plus avancée que la nôtre, force est de constater que les moyens de commotion, assez surréalistes, tenaient plus du fer à repasser ou de la machine à laver que du vaisseau intersidéral. Moi, c'est vrai que c'était quand même assez archaïque pour des êtres de l'espace quand même. Plusieurs techniques maîtresses avancées relevaient de la même façon d'un plagiat éhonté et non d'une science révolutionnaire, comme l'utilisation par exemple de gel, de liquide amortisseur pour pouvoir encaisser des fortes accélérations. Mais les humides commirent de nouvelles théories scientifiques du plus bel effet dans d'autres domaines, que ce soit la chimie, l'informatique ou la logique pure. Alors voilà, la machine, l'extraterrestre, le vaisseau donc soi-disant extraterrestre qu'on voit. En fait, en 93, Pena avoua à Fariol qu'il était l'auteur de la correspondance humide. En fait, Pena a avoué. Mais là, en France, vous avez des gens qui parlent toujours des humides, qui passent dans des médias qui parlent des humides alors que tout est faux, qui continue à faire du prosélytisme sur cette espèce de secte, un peu des espèces de mouvements politico-religieux, on va dire.
Et vous allez voir pourquoi c'est politico-religieux, parce qu'il y a des influences politiques à l'intérieur, et puis il y a des connotations religieuses. Donc c'est dans les années 90 que le mythe humite a déraillé. Très vite, le symbole humite vont être récupérés par toutes sortes d'illuminés. La Suissesse Viviane Pauli se prétendit humite. La secte Edelweiss ira jusqu'à graver l'emblème du mot au fer rouge sur le corps des enfants. Ouais, non, c'est pas des conneries, hein. C'est pas des bêtises. C'est absolument horrible. Comment en fait, c'est pour ça que je disais croire, ce n'est pas grave en soi. L'important, le plus important, c'est de mettre des garde-fous avec cette croyance. Parce que croire peut vous emmener vers les sectes, peut vous emmener vers une radicalisation de votre comportement et une radicalisation de votre langage. C'est ce qu'on voit par exemple là, moi, sur des retours que j'ai dans les messages, dans les commentaires YouTube. Il y a une radicalisation du langage. Les gens sont dans une telle croyance qu'ils en deviennent agressifs, un peu en fait, tout simplement comme des mouvements sectaires. Mais ils s'en aperçoivent pas. Ils ne s'aperçoivent pas de leur comportement. Donc l'ufologie, il faut faire attention parce qu'il y a les dérives sectaires. C'est-à-dire que vous avez par exemple à l'époque, alors peut-être certains d'entre vous n'ont pas entendu parler, mais d'autres oui, c'est l'époque de l'ordre du temple solaire. Alors j'aurais pu faire parler de l'ordre du temple solaire, qui fait partie du folklore ufologique, effectivement, mais qui s'est terminé dramatiquement avec un suicide collectif en France. Donc, la secte était liée en fait, avait utilisé en fait des éléments ufologiques dans le message en fait qu'elle prétendait défendre et le message qu'elle diffusait auprès de ses adeptes. Donc il y avait un aspect ufologique, un peu comme la secte raélienne aujourd'hui avec l'ex-journaliste Claude Vorilon devenu Raël, etc., qui en fait, où il y a une part d'ufologie. D'ailleurs, j'ai, en dehors de ça, on va pas parler de Raël, mais j'ai, en ce qui concerne le folklore ufologique, même si ça en fait partie, mais avec un aspect en fait plus dangereux, hein, avec une part de dangerosité, j'ai été à une certaine période, je m'intéressais à l'ufologie, etc. forcément, dans les années 80-90. Donc j'ai pas mal d'ouvrages déjà dans les années 80, mais déjà à 20 ans, j'étais déjà bien barré dedans et tout, et je voyais des affiches en fait. C'était, oh là là, ça a dû être à l'époque des années 90. À l'époque de la vague belge, on avait entendu parler des observations en Belgique, et il y avait des affiches partout. Les ovnis vous intéressent, conférences d'ovnis vous intéressent, etc. Il y avait un numéro de téléphone. Et puis, pour l'anecdote, je me suis rendu à une de ces conférences, une toute petite conférence qui se trouvait d'ailleurs au Havre, je m'en souviens, c'était dans le quartier de Senvic. Et puis, alors moi, à l'époque, je lisais pas mal de livres d'ufologie. 90, c'était la période de la vague, tout le monde en parlait, etc. C'était assez médiatique. Et je me suis dit, ouais, super, on va avoir une conférence. Donc, je me suis rendu dans cette maison, et on a été une dizaine de personnes. Et puis, la personne m'accueille chaleureusement, etc. Bonjour, hein, vous vous intéressez aux ovnis et tout. Je dis, ouais, enfin, à l'époque, on parlait comme ça. Je dis, oui, je m'intéresse, ouais, je lis des ouvrages. Ah, bah, ça tombe bien, on va vous présenter d'où ça vient. Alors, déjà, la personne, moi, je me souviens, elle me dit d'où ça vient. Je dis, comment ça? Ils ont déjà la réponse. Bon, bref, très interloqué, je m'assois et en fait, ils avaient un écran et puis dans l'écran, ils ont passé une cassette avec le mouvement raélien. Donc, c'était un espèce de clip avec de la musique et puis avec des discours, de Raël. Donc, je m'étais retrouvé en fait dans la secte Raël, dans une conférence. Et en fait, cette secte, en fait, par rapport en fait à ce qui se passait à la télé, avait utilisé un fait pour pouvoir accréditer, pour pouvoir en fait recruter des membres, des gens en fait les plus fragiles psychologiquement, recruter des membres et pour leur secte, et en fait ils avaient utilisé cet événement médiatique. Voilà donc voilà ce que je voulais dire, c'est-à-dire que il y a effectivement une ufologie du folklore, mais il y a une ufologie du folklore avec une part aussi de dangerosité, quand surtout vous tombez carrément directement dans la croyance radicale. Donc voilà, alors depuis longtemps, Pénas a été soupçonné d'avoir fabriqué des lettres humides, mais s'en défendait énergiquement.
Même s'il fut l'auteur lui-même des dérives sectaires, il comprit qu'il ne fallait plus couvrir les agissements criminels basés sur le mythe Humo. En effet, c'est suite à ces dérives sectaires qu'il a tout balancé. En 93, Pena avouait à Fariol qu'il était l'auteur de la correspondance humide malgré des rétractations passagères. Mais non, ils m'ont forcé à écrire cela. Bon, après, il avait dit qu'il avait forcé à écrire cela. Il révéla sa manipulation dans une revue sceptique espagnole, puis finalement tous les détails de l'affaire à un reporter, Manuel Carbalal, qui les publia en 1997 dans la revue Enigma. Lettres, enregistrement des voix humides, maquettes d'OVNI, tout fut expliqué. Même le nom de la planète Humo, qui en fait est phonétiquement fumée en espagnol. Donc ça tombe bien. Avait été choisi pour tester la crédulité des destinataires. Avec ces révélations fracassantes, le faux de lettres décrut et les lettres perdirent leur savoir du cinquième type. Ce n'est plus que les fausses lettres. Aujourd'hui, même si pratiquement tous les protagonistes de l'affaire ont disparu, le mythe perdure, défendu par quelques passionnés du mystery. Jean-Pierre Piotti, lui, se plaint toujours d'avoir été mis au banc de la communauté scientifique, faut pas s'en étonner. Le syndrome de Galilée aurait-il encore frappé. Donc voilà, alors, c'est un article amusant, mais à la fois avec une part de drame, et puis bien sûr qui explique tout simplement l'affaire Humo. Mais on voit encore des gens avoir des tribunes sur l'affaire Humo de cette bêtise. C'est totalement incroyable, c'est fantastique, hein. C'est franchement fantastique. Et des gens continuent à y croire. C'est pour ça que quand là on va aller sur l'affaire tout à l'heure de la falsification mexicaine récente, vous aurez beau expliquer, preuve à l'appui, que tout ça c'est faux, avec des éléments probants, que les gens continueront à y croire. Ça, vous ne pourrez jamais les convaincre. Jusqu'au jour où on leur dit officiellement, que d'autres personnes de leur entourage leur disent officiellement, bon écoute, il faudra peut-être que tu réfléchisses, parce que là il y a assez d'éléments pour dire que c'est faux. Ou alors la personne va prendre un peu plus d'âge et puis va se dire, ouais bon, allez, je me suis fait avoir. Mais bon, avec l'internet, l'égocentrisme est totalement démesuré, et comme on pense tout croire, tout savoir et tout croire sur internet, du coup c'est difficile de se remettre en question, parce qu'on n'ose pas se remettre en question de l'erreur qu'on a faite. Donc c'est ça, la génération internet, c'est un peu ça quoi. Alors donc on va regarder la meilleure enquête qui a démonté l'affaire Humo, c'est l'enquête de Renaud Marie, qui est essayiste, journaliste, qui était d'ailleurs j'en avais pas de Renaud Marie puisqu'il était ancien membre de SOS OVNI. Donc voilà, et il avait écrit un livre qui est tout à fait intéressant, l'affaire Humo, les extraterrestres qui venaient du froid. Et il avait remonté une enquête pensant que la caractéristique de l'affaire semble compatible avec l'action des services de renseignement soviétiques. Le comprendront ceux qui ne sont pas penchés sur l'histoire et les méthodes de tels services, et cela seulement, c'est l'occasion pour moi de faire des mises au point. Donc effectivement, l'enquête de Renaud Marek, d'après lui, les éléments concernant les données scientifiques venaient du RSS. Donc, et d'ailleurs, il y a un lien direct à faire avec les éléments qui venaient du RSS, parce que les éléments, par exemple, sur la physique, etc., sur la physique, étaient basés sur les travaux d'Andrei Sakharov, le russe. Donc, personnellement, je pense qu'effectivement, qu'il y a eu un moment donné, non pas le travail que d'une seule personne, Pena en particulier, mais je pense en particulier qu'il y a eu une manipulation de certains scientifiques occidentaux par les renseignements soviétiques à l'époque. Donc, comme l'explique la revue Phénoména à l'époque, dont on a parlé récemment dans une vidéo, la revue Phénoména, puisqu'il y a une vidéo qui lui est consacrée, et une information apportée en avril par l'agence hongroise MIT fait état de l'inauguration d'une piste d'atterrissage pour OVNI, la première en Europe. Donc, avec le signe Humo. Donc, on a aussi pu entendre que l'affaire Humo n'avait pas déstabilisé grand-chose. Heureux ceux qui peuvent l'affirmer, n'existe pas de baromètre de la désinformation. Donc, que se passe-t-il à présent dans l'esprit des millions d'Européens et Américains exposés aux tables humides? Faut-il souligner que nous ne le savons pas? Donc,
Alors, dans ce théâtre, Renaud Maric en fait pense tout simplement que il y a eu, à mon avis, enfin à mon avis et puis à son avis, il y a eu une manipulation des informations par l'intermédiaire des lettres humides en prenant une idéologie marxiste et profondément anti-américaine. Et donc, ils ont vu en fait en décryptant en fait l'ensemble des lettres et ce qui avait été dessus, ce qui avait été écrit dessus, c'était en fait un peu une représentation en fait d'une certaine forme de communisme moderne. Et puis aussi, il y avait aussi forcément une tentative de sensibiliser certains aux scientifiques, dont d'abord ils ont réussi à manipuler Jean-Pierre Petit, mais je pense qu'il y avait aussi une influence sur certains scientifiques. Ça n'avait pas marché la première fois, et puis après ça a fonctionné. Donc ça a fonctionné en particulier sur un scientifique. Mais effectivement, on peut tout à fait penser que à l'époque, le KGB, l'Union soviétique, avait plus ou moins pris contact avec Pena, ou alors Pena travaillait en sous-main pour le KGB, etc. On peut le penser. Renaud Maric, l'enquête de Renaud Maric, je trouve que c'est la plus complète parce que c'est celle qui fait le lien entre les agences de renseignement soviétiques et l'affaire Humo. Donc on pense qu'il y a eu effectivement une désinformation, une déstabilisation de certains scientifiques par rapport à ces lettres humides. Et puis voilà, donc après forcément, on peut aussi très bien penser que c'est l'affaire d'une seule personne. Mais l'enquête de Renaud Maric quand même laisse à penser que les renseignements soviétiques ne sont pas obligatoirement en dehors de cette affaire. Voilà en ce qui concerne l'affaire Humo, donc qui fait partie bien sûr du folklore ufologique, qui n'a rien, ou qui a aucun crédit, mais par contre ça fait partie, c'est pour ça que j'ai des livres à la maison sur l'affaire Humo, parce que ça fait partie je l'ai classé parmi le folklore ufologique à tendance sectaire, et puis à tendance déstabilisatrice. Mais c'est intéressant, voilà, de s'y intéresser. Voilà, il faut s'y plonger, la manière dont ça a été construit, etc. Ça nous fait voir aussi une parcelle de l'ufologie qui est des fois un petit peu obscure. Voilà, c'est ce qu'on pourrait dire. Voilà donc pour l'affaire Humit. Allez, on va passer tout de suite, toujours dans le cadre du folklore ufologique. On va passer à des choses un peu plus modernes, après les contactés, les mots, etc. On va passer tout ce qui est qui relève en fait des médias actuels comme Ancient Alien, qui fait partie du folklore ufologique. Alors Ancient Alien, c'est assez simple, hein. C'est vraiment une série qui c'est une saison, c'est une série de saisons en fait, qui s'appelait en fait Nos ancêtres les extraterrestres. Et donc c'est une série de documentaires pseudo-scientifiques. Alors c'est un divertissement, hein, il est classé comme divertissement, hein. Il n'est pas classé comme document scientifique, c'est uniquement un divertissement. Mais le sujet traite de la théorie d'anciens astronautes, d'Erich von Däniken au départ, en examinant des textes vieux de plusieurs millénaires, iconographie des religions, hiéroglyphes, pétroglyphes, pyramides, autres aussi mégalithiques. Elle s'interroge sur l'utilisation des pierres, etc. Donc Ancient Alien, c'est vraiment, ça fait partie du folklore ufologique, la manière dont c'est construit. Alors c'est amusant, hein, c'est amusant, il faut regarder, il faut pas prendre bien sûr au sérieux ce genre de choses, mais il peut m'arriver de regarder comme ça quelques épisodes parce que ça m'amuse tout simplement. Et puis, comme je dispose d'une bibliothèque assez conséquente sur la théorie des anciens astronautes, parce que je m'étais intéressé, et mon père s'y était intéressé, donc du coup, comme j'avais hérité une partie de sa bibliothèque, c'est vrai que j'en ai un bon paquet. Mais ça reste tout à fait passionnant, même si ça n'a strictement rien de scientifique. C'est vraiment dans le sensationnel, hein, c'est vraiment dans le sensationnel.
Et puis, même si on essaie de faire intervenir des intervenants qui sont plus ou moins sérieux, ça relève non plus, il y a rien, y a rien de scientifique. Voilà, c'est vraiment amusant. Voilà, hein, c'est tout ça, c'est un business. Voilà, ancienne Alien, Alien Theory. Voilà, c'est un business. Voilà. Donc, on va passer tout de suite à un autre, une autre série aussi de divertissement. C'est pas une série scientifique, je le rappelle, puisque c'est fondé par une société de divertissement. Il s'agit du Skinwalker Ranch. Alors, qu'est-ce qui se passe au Skinwalker Ranch? Qu'est-ce que c'est? Alors, il y a une série, ils en sont à saison 4, je crois, maintenant. Donc, depuis plus de 200 ans, apparemment, le ranch Skinwalker situé dans l'Utah était témoin de certaines activités paranormales. Malgré des décennies et des ovnis, hein, et des décennies d'études, dont certaines sont secrètement financées par le gouvernement américain, oui, on a vu ça, personne n'ose chercher dans les sols. Aujourd'hui, les gens de Ranch donnent un accès complet à une équipe qui se prépare à faire ce qui n'a jamais été fait auparavant. Ça, c'était la saison 3. L'équipe est de retour pour une 3e année, prêt à poursuivre son enquête. Nouvelle preuve d'une mystérieuse anomalie dans le ciel. Ils font la découverte d'un énorme système de grottes souterraines. Puis, c'est pas une base pourtant. Puis, ils font appel dans anciens membres de l'armée américaine, groupe d'experts, astronomie, tout ça, etc. Alors, effectivement, celui qui est à la base et de financement de cette série, c'est un promoteur millionnaire qui a lancé en fait une société de divertissement et puis bien sûr qui vend bien sûr sa série. C'est un mormon, voilà, assez radical. Donc alors on va regarder un petit peu de Skinwalker Ranch sous l'angle du docteur Russell Module qui est un journaliste scientifique. Alors, on va regarder ça tout de suite. Voilà, donc le ranch est devenu extrêmement populaire sur les réseaux sociaux. Alors, effectivement, le Skinwalker Ranch fait partie du folklore ufologique. C'est-à-dire qu'il y a, déjà d'un point de vue scientifique, il n'y a aucune étude en référé, donc en comité de lecture, hein, sur l'existence des faits. Mais on va s'y approcher un petit peu plus près là à travers cet article qui est intéressant, c'est EFL Science. Donc on va le lire un petit peu et puis on fera un petit peu un décryptage, je dirais ce que je pense sur la question. Donc voici un endroit de l'Utah en Amérique qui est un véritable corne d'abondance d'étranges et inhabituels, ça c'est vrai, pour ceux qui croient en de telles choses. Donc voilà, on parle de croyances. Hein. Le soi-disant Skinwalker Ranch regorge d'histoires sur des mutilations animales inexpliquées, des cryptides monstrueux à l'épreuve des balles, des humains métamorphes, des ovnis, même des fantômes. Ouais, c'est ce que je dis souvent, des fois, vous savez, ironiquement, ovnis et fantômes, quand je parle du Skinwalker Ranch. Il s'agit d'un mélange de contenus paranormaux et paranoïaques. Paranoïaque, ça c'est peut-être sûr, qui a été si populaire qu'il a inspiré une série de documentaires de History Channel, donc qui est financée par la société du promoteur millionnaire, mais aussi divertissante, qui puisse être toutes ces histoires. Mais oui, c'est divertissement. C'est pour ça que je condamne pas. Bon, ça n'a rien à voir avec l'ufologie, mais je reprocherais à un journaliste surtout de faire un bon article sur l'ufologie et de mettre le Skinwalker Ranch dedans parce que ça n'a strictement rien à voir. Mais d'un point de vue divertissement, c'est bien. Moi, j'ai regardé la saison 1, je suis à la fin de la saison 3. J'aime bien, franchement j'aime bien, c'est sympa, mais ça n'a aucun crédit. Je regarde avec du sourire, quoi, et je regarde avec un sourire en coin. Mais bon, après, du point de vue de l'image de l'ufologie, c'est pas terrible, parce que forcément, là on trouve de tout, hein, c'est la grande messe du paranormal. Bon, mais bon, voilà, ça reste divertissant, mais ça reste bien sûr ancré uniquement et seulement dans le folklore. Donc, mais aussi divertissante qui puisse être toutes ces histoires, quelles sont les preuves réelles qui les soutiennent? La réponse est remarquablement simple, aucune. Donc d'après ce scientifique, aucune. Donc Skinwalker Ranch doit son nom à une histoire traditionnelle du peuple Navajo qui vit dans le sud-ouest des États-Unis. Dans ces histoires, le chaman sorcière maléfique vengeresse ont la capacité de changer de forme et de posséder des humains et des animaux. Selon la légende, ces marcheurs de peau ont été lâchés sur la tribu locale, hutte pour les Navajos, et sont toujours là.
En 1994, le ranch a été acheté par la famille Sherman, qui aurait acheté le terrain pour vivre une vie tranquille et sédentaire. Mais selon l'histoire, les doux projets ont été perturbés par une série de rencontres terrifiantes d'un autre monde avec le paranormal. La famille affirme avoir vu des êtres ressemblant à des loups-garous ainsi que d'étranges lumières dans le ciel, des marques en forme de cercle dans leurs champs, des voix désincarnées flottant dans les airs, de nombreuses mutilations de bétail. Ces expériences ont été trop pour la famille qui ont vendu la propriété en 1996. Les Sherman ont vendu la propriété surnaturelle à Robert Bigelow. Alors, vous connaissez Robert Bigelow peut-être, le milliardaire qui est passionné d'OVNI, qui a investi beaucoup dans la recherche ufologique, un riche passionné d'OVNI qui en 1995 avait fondé le National Institute of Discovery Science, le NIDS, pour financer la recherche sur les phénomènes effrayants en général. Skinwalker Ranch est devenu le terrain de jeu personnel de Bigelow, affirmant avoir vécu de nombreux événements et rencontres troublantes comme les Sherman tout au long de la période où il était propriétaire. Il est important de noter que malgré tous les efforts apparents, l'équipe n'a pas réussi à fournir une véritable preuve de tout cela. Selon Colm Keller, co-auteur de Hunt of the Skywalker de 2005, qui faisait partie de l'effort du NIDS. Après plusieurs années de traumatisme familial et d'enquêtes ciblées sur le NIDS, nous avons réussi à obtenir très peu de preuves physiques des phénomènes anormaux. Du moins, aucune preuve physique pouvant être considérée comme une preuve concluante de quoi que ce soit. Ça, c'est un ancien du NIDS qui parle. Jusqu'ici, c'est discutable, mais la crédulité, on parle de crédulité, la crédule, je vous parlais dans la dernière vidéo, là, dans mon dernier UAP News, concernant en fait l'audience au Mexique et puis la NASA, la crédulité, ce qu'il y a, c'est lors de ces éléments qui sont plutôt divertissants, qui font partie du feu. Ça prend en fait, ça prend une forme de message qui va pousser à la crédulité totale, va rendre sérieux la chose alors qu'elle ne l'est pas. Donc le problème, c'est qu'on va croire à tout et n'importe quoi assez rapidement. C'est ce qui se passe d'ailleurs avec les falsifications mexicaines. Donc, mais la crédulité prend une autre tournure peu de temps après. En 2005, le ranch a été vendu à Braden Fugal, donc le fameux investisseur immobilier qui a donné à l'équipe du tournage de History Channel l'accès à la propriété pour leur enquête. L'émission est présentée comme tentant d'apporter une approche scientifique pour prouver l'existence de tout ce qui s'est apparemment produit au ranch. Et même si cela peut être très amusant à regarder, et c'est ce qu'il dit, c'est très amusant à regarder, et a suscité beaucoup d'enthousiasme sur les réseaux sociaux. C'est ce qu'on voit par exemple sur YouTube. Il y a beaucoup de gens qui adorent qu'on parle de Skinwalker Ranch, alors qu'il ne se passe rien, mais c'est pas grave. Ça, on peut rien y faire. Donc l'équipe n'a encore rien fourni pour étayer ses supposées expériences. Moi, personnellement, je regarde la saison 1, 2, 3, pour l'instant, il n'y a rien. Je suis désolé, mais il n'y a rien. Alors oui, il y a une photo d'un ovni, peut-être, un film, mais bon, voilà, c'est pas... les films ne sont même pas analysés, ouais, c'est quand même assez bizarre. Donc certains prétendent également que le Pentagone s'intéresserait au Skinwalker Ranch en raison de phénomènes inexpliqués. Personnellement, je vous le dis personnellement, si le Pentagone s'était intéressé véritablement au Skinwalker Ranch, c'est-à-dire s'il y avait des choses probantes au Skinwalker Ranch, ça serait bouclé. Ça serait un terrain militaire. Donc le programme avancé d'identification de menaces à ATIP a créé en 2007 pour enquêter sur les ovnis par Harry Reid, alors chef de la majorité au Sénat. Il a reçu un financement de 20 millions de dollars sur 5 ans. Bien que l'ATIP ait cessé ses activités en 2012, l'intérêt du gouvernement américain pour les ovnis n'a pas changé. L'intérêt de la ATIP pour Skinwalker Ranch est souvent cité comme preuve de quelque chose d'étrange qui se passe. Bah oui, parce que la ATIP s'était trouvé, en fait, s'intéressait beaucoup à ça. Et on voit dans des documentations un peu étranges qui sont actuellement déclassifiées par la DIA. Je vous conseille d'aller voir une de mes dernières vidéos où je parle justement de la déclassification de la DIA. Et puis vous allez voir des documents de la ATIP. Mais comme l'a souligné Robert Schiffer, écrivain indépendant, sceptique sur les ovnis, très peu de choses semblent s'être produites. Pour Schiffer, les documents de la ATIP constituent une science étrange qui ne l'est pas, directement liée aux enquêtes sur les rapports d'ovnis. En fin de compte, le phénomène de Skinwalker Ranch est presque certainement illusoire. Il est important de noter que la famille qui possédait la propriété avant les Sherman y a vécu pendant plus de 60 ans. Et a nié avoir jamais vécu quoi que ce soit qui s'apparente à l'étrangeté pour laquelle elle est connue depuis.
il semble que la majeure partie des phénomènes inhabituels initials n'ait affecté que Terry Sherman, qui a ensuite travaillé dans le ranch en tant que gardien après que Bigelow l'ait acheté. Alors, personnellement, ils avaient réussi à avoir la famille d'avant. Et effectivement, ils avaient eu donc la preuve par A plus B qu'il s'était rien passé par la famille qui y habitait avant. Étrangement, depuis que les Sherman sont arrivés, il s'est passé quelque chose. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire du Skinwalker Ranch? Si tu... Pour moi, ça fait partie, voilà, du folklore ufologique, comme le folklore ufologique qui a étayé toute l'histoire de l'ufologie depuis l'ère moderne, depuis en fait les premiers livres dans les années 50, les premières conférences, on en parlait tout à l'heure. Donc ça n'a rien vraiment de sérieux, c'est uniquement divertissant. Par contre, effectivement, si on veut parler d'ufologie d'un point de vue sérieux, il vaut mieux éviter le sujet, parce que c'est uniquement simplement du folklore. Rien de scientifique, rien n'a été publié dans une seule revue scientifique, rien du tout. Mais ça reste, ça alimente en même temps les théories complotistes parce qu'on pense que le Pentagone s'intéresserait à la question, qu'il y a des hélicoptères bizarres qui tournent autour et tout, donc automatiquement, on ne sait pas si tout ça c'est monté de toutes pièces. On ne sait pas tout sur la question, sachant qu'en plus au sein de cette émission il y a eu des ambiguïtés comme quoi il y avait une personne, membre de l'équipe, qui était en fin de compte quelqu'un qui était mandaté par les services de renseignement. Donc, je crois, et qui a avoué après qu'il avait fait partie, je sais pas, des renseignements, etc. Enfin bref, c'est vrai que c'est une histoire, que c'est un peu bizarre comme histoire. Je pense que c'est plutôt une histoire de business. Comme il y a lieu aux États-Unis. Aux États-Unis, c'est le business, toujours le business. L'ufologie, de toute façon, c'est aussi du business. Hein, c'est pas que des choses sérieuses. Donc voilà pour le Skinwalker Ranch. Je vous conseille de regarder la série en prenant du recul. C'est extrêmement amusant, mais si vous êtes véritablement, vous avez les deux pieds bien sur terre, vous êtes pragmatique et vous voulez que des choses probantes et sérieuses, c'est sûr que c'est pas sur ce genre de truc qu'il faut s'arrêter. Un peu comme les Alien Theory, quoi. C'est plutôt des choses divertissantes, amusantes. Bon, voilà, malheureusement, par contre, ça peut des fois déteindre, on va dire, sur l'ufologie sérieuse. Et ça, par contre, c'est malheureux. Donc, il faut bien faire la part des choses. Voilà, alors on va passer sur les expérienceurs. Alors, les expérienceurs, c'est aussi, ça fait partie du folklore ufologique. Alors, les expérienceurs, c'est ces espèces de nouvelles personnes où il y aurait une analogie avec en fait les contactés des années 50, des années 60 et ceux en France dans les années 70. Il y a une espèce de même analogie, mais dans un côté New Age. C'est-à-dire que les expérienceurs, ce sont des personnes qui ont des multiples expériences étranges où il y a des phénomènes ufologiques. Voilà, donc des phénomènes d'ovnis, etc. Et en fait, ça nous vient des États-Unis. Alors au départ, quelque part, c'est parti en fait des États-Unis. Hein. Les expérienceurs sont partis des États-Unis, un peu à l'idée. Là, on voit des photos d'ovnis qui apparaissent de temps en temps. Ils ont c'est quand même bizarre. Ils ont des expériences comme ça qui sont répétées. D'étranges expériences, d'objets qui disparaissent, qui réapparaissent, des orbes, des ovnis qui arrivent le soir, etc. Bon, malheureusement, ils ont tellement de contact avec ces objets, ces choses, qu'ils ont en fin de compte très peu de preuves. Alors c'est ça le problème aussi des expérienceurs, c'est qu'en fait, il leur arrive tellement de choses qu'ils n'ont pas beaucoup de choses à apporter en termes de quantité, si vous voulez. Donc c'est le côté, alors là c'est le côté un peu New Age, hein, comme l'on voit un peu sur cette affiche. Donc le côté qui mélange en fait ésotérisme, etc. Alors
C'est un peu un mélange de paranormal, extraterrestre, métaphysique, ésotérisme, au-delà, vie après la mort, tout ça. Enfin, c'est toute cette espèce de mélange en fait de structures en fait narratives, structures virtuelles qui se mélangent entre le factuel et la fiction. Mais c'est tout à fait intéressant. Ce sont plus pour moi des cas sociologiques qu'autre chose. Sachant qu'à mon avis, quand je vois sur certains réseaux sociaux les photos ou les vidéos de certains expérienceurs, j'ai un sérieux doute sur l'authenticité des documents, sachant qu'ils ne font jamais expertiser leurs documents et puis ils ne témoignent jamais aux autorités de leur expérience. Donc on peut se poser certaines questions. Voilà, et voire même aux associations ufologiques. Donc c'est vrai que, alors pareil, les expérienceurs, ça fait partie du folklore. Ce que je disais, ça fait partie du folklore, comme les contactés des années 50. Hein. On retrouve exactement en fait un peu le même narratif, si vous voulez. Enfin, la même structure langagière, peut-être pas le même narratif. C'est peut-être pas, il n'y a pas des Vénusiens, mais c'est un peu la même structure langagière, la même structure d'approche. Sauf que là, comme depuis 1950, tout a évolué, forcément la technologie a évolué. Il y a d'autres phénomènes qui s'y ont rattachés, etc. Le paranormal, l'ésotérisme et tout. Et donc tout s'est mélangé, en fait, tout se mélange. Et en fait, les gens considèrent, par exemple, les expérienceurs considèrent qu'en fait, qu'ils ont des expériences comme ça très souvent en contact avec des entités, avec des choses bizarres. Ils comprennent même pas les messages, mais tant pis, ils ont quand même des contacts avec des orbes, tout ça. Voilà. C'est tout à fait intéressant. Alors je pense que tout ça, ça s'est construit au fil des années. Hein. C'est une construction en fait pareille, liée aussi à des mouvances, à différentes mouvances. Alors attention, certains expérienceurs, il y a des expérienceurs, ce qu'on appelle des expérienceurs solo, donc ils sont tout seuls à faire des expériences qui ne font pas obligatoirement de prosélytisme, mais par contre il y a des expérienceurs qui sont liés à des sectes. Hein. Donc attention, dangereux, là c'est un phare rouge hein, direct. Il faut faire attention parce que ça peut être lié aussi des fois à des mouvances pseudo-religieuses, etc. Donc voilà, ça c'est vraiment le folklore ufologique, hein, comme on le voit aujourd'hui, et en plus avec les réseaux internet, ça s'est vraiment amplifié. Mais ça reste intéressant sous l'angle sociologique. Alors voilà, on va s'arrêter au dernier sujet qui fâche, les momies extraterrestres. Et vous allez voir, cette vidéo est très intéressante parce que vous allez voir, la personne qui va parler est vraiment déçue de ce qui s'est passé. Et là, ce n'est pas Ryan Graves, mais c'est une autre personne, c'est un Mexicain, donc qui était là pour la science. Voilà, et vous allez voir la réaction, vous allez dire la réaction de la personne. Et puis on va parler après un petit peu des momies mexicaines, et pourquoi d'ailleurs ça fait partie du folklore ufologique, comme l'autopsie de l'extraterrestre de Roswell fut une époque. Des momies extraterrestres ont été présentées, mais c'est quoi cette affaire? On recule. Le 12 septembre, journaliste Raymond Mosson, spécialiste autoproclamé, oui c'est vrai qu'il est autoproclamé, a présenté devant le Parlement des petits sarcophages. Les fossiles d'êtres ayant des formes humaines étaient à l'intérieur. Les spécialistes affirmaient qu'il avait été trouvé au Pérou et qu'il datait d'environ 1000 ans. Mais selon le Huffington Post, il s'agirait d'une création humaine, qui avait déjà été dénoncée quelques années auparavant. Après la sortie de documentaire Unveiling Nazca. L'une des momies est expertisée par un anthropologue, ses conclusions sont claires, la momie en question est un assemblage de différents restes humains momifiés. C'est pourtant clair. Et pour certains députés, cette démonstration n'est rien d'autre qu'un spectacle. J'ai toujours cru en la science moderne et aux preuves sérieuses et solides. Il me semble que venir à la Chambre des députés pour faire de tels spectacles, alors que les discussions devraient être basées sur la science et le sérieux, est un véritable bluff. Voilà donc pour cette affaire. Alors, cette affaire fait partie du folklore ufologique. On va l'intégrer dans le folklore ufologique pour la bonne et simple raison. Comme je disais tout à l'heure, comme l'extraterrestre de Roswell présenté par Jacques Paradel à l'époque au journal dans une émission en prime time à 20h, 20h30, c'est pareil.
On est exactement dans le même cas, on est d'ailleurs dans le même type d'impact médiatique, impact sociologique, etc. Et donc malheureusement, ça a créé aussi forcément un phénomène de croyance. Et d'ailleurs, les gens, malgré pourtant les réponses scientifiques sur la question, les gens continuent à croire à cette affaire. Et comme d'ailleurs, il y a des gens qui continuent à croire à l'autopsie d'extraterrestres de Roswell, hein. Même pourtant, les preuves, on a des preuves par A plus B documentées que c'est faux, mais ça reste vous ne pourrez rien. Vous ne pourrez rien, vous ne pourrez rien faire. Donc, c'est pas la peine de comprendre sur la question, surtout dans une discussion. Si vous êtes pragmatique, si vous avez un langage apaisé, ne répondez pas. Ok, s'ils considèrent que ça existe, laissez les gens dans leurs croyances. Parce que plus que vous allez les contredire, plus qu'ils vont se radicaliser dans leur propre intérêt préalable. Et comme ils vont se radicaliser, ils vont croire encore plus, ils vont augmenter leur taux de croyance. Donc le mieux, c'est de même pas en parler. Donc voilà, c'est pour ça d'ailleurs j'ai décidé de ne plus en parler. Et alors je reçois des messages, oui, mais pourquoi c'est encore examiné? Oui, mais c'est pour ça comme ça. Oui, mais nani, nananer. Mais il faut les laisser. Il faut les laisser. S'ils sont pas bêtes, ils vont se rendre compte que cette affaire a été fausse. Alors peut-être que dans 2-3 ans, ou même 2 ans, ou même 1 an, là on sait déjà que c'est faux, mais quand on sent encore plus que c'est faux, peut-être que dans 1 an, ils vont revenir en disant oui, bon, c'est vrai, on s'est peut-être fait avoir. Peut-être certains d'entre eux se remettront en question. Mais d'autres, à cause de l'internet, je doute qu'ils se remettent en question. Donc voilà. Alors les momies retrouvées au Pérou ont environ 1000 ans, assuraient des analyses au carbone 14. Selon des analyses de carbone 14, sauf que l'échantillon qu'ils ont analysé, c'est peut-être pas le même. Alors, l'Institut de physique de l'UNEM a confirmé dans un communiqué qu'il avait bien effectué des analyses avant de relativiser. Celui-ci ont été menés uniquement pour déterminer l'âge des objets et non l'origine des spécimens. Ah, l'âge des objets et non l'origine des spécimens. Le laboratoire se distancie de toute utilisation ultérieure, interprétation ou fausse déclaration concernant les résultats qu'il a publiés. C'est le laboratoire qui dit ça. C'est pas moi, c'est le laboratoire. Donc, ces momies sont une création dénoncée il y a des années, a affirmé l'édition française du Huffington Post. Donc, c'était effectivement, c'est vrai qu'il y avait un documentaire qui s'appelait Une Real Things Nazca en 2017. Une des momies avait été expertisée par l'anthropologue. Ses conclusions sont claires. Les momies en question étaient un assemblage de différents restes humains momifiés. Donc, un internaute mexicain, donc c'est emporté. Recevoir Jaime Maussan à la Chambre des députés montre le mépris de ce pays pour la science. Ben, c'est clair parce que si vraiment les politiques s'intéressaient à la science, on n'aurait pas invité Jaime Maussan. C'est emporté un internaute mexicain. D'autres ont tourné l'audition en dérision en demandant que l'expert proclamé devienne le président des relations intergalactiques. Alors moi j'ai lu autre chose de la part des Mexicains, et j'ai bien dit des Mexicains. Il y en a un qui a dit à Mawson, c'est quand vous changez d'identité et vous changez de nation. Voilà, tout simplement. Donc, les personnes souhaiteraient que Jaime Maussan ne soit plus mexicain. Donc voilà, quand j'ai lu ça, c'est vrai que ça m'a fait rire. Mais bon, c'est quand même assez dramatique ce qui s'est passé. On en a parlé là dans la dernière vidéo sur AP News sur les deux thèmes, donc le Mexique et le rapport de la NASA. Donc, et malheureusement, regardez, un sujet qui déchaîne toujours les passions. On mélange là dans l'article du Point, on mélange les dires de David Grosh à l'audition et ça. Et ça fait mal. Ça fait très mal. C'est-à-dire qu'on mélange ce spectacle affligeant aux dires de David Grosh, avec les dires de David Grosh et ses allégations sous serment le 26 juillet 2023. C'est ça le problème. C'est qu'en fait, les journaux mélangent les deux. Alors vous allez me dire, c'est la faute des journalistes. Oui, c'est vrai, c'est la faute des journalistes. Mais je l'avais dit que ça ferait mal. Ça ferait très mal. Voilà donc pour ces momies. Alors voici par exemple le traitement du folklore. Alors on a mélangé Mexico-ovni. Alors j'ai juste marqué Mexico-ovni, mais la plupart du temps on voit bien sûr cet extraterrestre voilà dans les coffres là. Donc automatiquement ça fait partie du folklore. C'est intégré au folklore. Alors là, on est quand même dans une affaire de business, hein, de spectacle business. Alors peut-être aussi, certains d'ailleurs se sont penchés
concernant cette affaire, certains se sont penchés sur l'idée d'une opération psychologique. Opération psychologique, c'est tout à fait possible. Voilà, c'est tout à fait possible que ce soit une opération psychologique rondement menée par certains services de renseignement dont on connaît très bien le nom, les agissements aux États-Unis. Alors c'est possible qu'il y ait eu un lien entre le promoteur, Ray Mawson, un chèque, de l'argent. Alors, après, vous allez me dire, c'est une théorie complotiste. Mais on a émis aussi l'hypothèse lors de l'autopsie d'extraterrestres de Roswell que c'était une opération en vue de déstabilisation des mouvances ufologiques qui travaillent en fait sur la déclassification des documents, surtout en particulier aux États-Unis. Mais là, on pourrait penser effectivement à une déstabilisation du fait, après, de tout ce qui se passe actuellement aux États-Unis, donc les allégations donc, des lanceurs d'alerte, la possibilité d'avoir une deuxième audition, on en a parlé récemment là, sur le Discord et sur Twitter, donc une deuxième audition. Le rapport de la NASA qui est sorti, il est possible que ça soit une opération de déstabilisation. C'est une éventualité, même si ce n'est pas prouvé, c'est une éventualité. Mais en tout cas, si c'est pas une opération directement de déstabilisation, c'est indirectement une déstabilisation. Parce que même si c'est l'histoire du farceur Ray Mawson et d'un promoteur, ça provoque une déstabilisation, obligatoirement. Preuve en est, puisque j'ai expliqué dans ma vidéo qu'on n'avait parlé que de ça et pas du contenu de la conférence, de l'audience qu'il y a eu au Mexique, qui elle était très sérieuse et qu'il fallait mettre en avant. C'est avec ça que le gouvernement mexicain pouvait communiquer, et pas en invitant Jaime Maussan et ses momies, tout simplement. Donc effectivement, là maintenant, aujourd'hui, à l'heure actuelle, on peut classer parmi le folklore ufologique. Voilà. Allez, je vous dis à bientôt. Voici donc cette dernière partie, la fin de cette dernière partie. Je vous dis à bientôt. Bien sûr, on reviendra sur une autre vidéo, bien sûr, dans cette section sceptique rationaliste et folklore. Allez, ciao, bye.